Pour un artiste, un autoportrait n'est pas un portrait comme un autre. Certes, quand un artiste se représente, et de telles représentations existent depuis l'Antiquité si l'on en croit les auteurs anciens, le portrait qu'il fait de lui est lui aussi soumis aux règles et aux attentes du portrait individuel, dont nous avons parlé dans l'excursus qui lui a été consacré. Sa représentation doit être ressemblante, du point de vue physique, mais aussi du point de vue moral, social et expressif. Mais alors que, comme on l'a vu, la pratique du portrait suppose également d'instaurer une négociation, voire un rapport de force, entre l'artiste et le modèle, dans le cadre d'une véritable politique du portrait, l'autoportrait, lui, ne fait intervenir qu'une seule et même personne, ce qui pose des problèmes de nature différente. Le premier problème assez évident est d'ordre technique. Comment se peindre fidèlement alors que par définition, et cela avant l'invention de la photographie, un artiste ne peut être à la fois acteur et spectateur, vu et voyant. Pour résoudre cette difficulté, les artistes de la période moderne font appel à l'artifice du miroir. Près d'eux, à gauche ou à droite, ils placent un miroir dans lequel ils s'observent avant de dessiner ou de peindre ce qu'ils voient. C'est ainsi qu'a opéré Albrecht Dürer, alors qu'il n'avait que 13 ans, dans ce dessin réalisé à la pointe d'argent, un outil à dessin composé d'une tige d'argent pointue fichée dans un manche et qui permet, quand on gratte une feuille de papier enduite d'une substance blanche colorée, de dessiner des traits gris. L'artiste se souvient d'ailleurs de ce travail en notant dans le coin supérieur droit de cette feuille en ancien allemand « C'est ainsi que je me suis portraituré dans un miroir, en 1484, alors que j'étais encore un enfant. » Albrecht Dürer. Mais cet artifice ne permet de résoudre que partiellement la difficulté. D'abord, le miroir inverse la gauche et la droite. L'artiste ne peut donc avoir accès qu'à une image inversée de lui-même. Il peut bien sûr inverser cette inversion, plus tard, dans le travail de préparation. Mais ce travail montre qu'un artiste ne peut spontanément se représenter fidèlement, comme il pourrait le faire face à un modèle. Un autoportrait, de ce fait, est toujours le travail d'une réélaboration dans le temps, qui ne passe pas simplement par l'observation, mais aussi par la réflexion. Ensuite, et dans le même esprit, il est impossible de se représenter en même temps que de se voir. Ce problème se pose d'ailleurs également aux portraitistes. Soit vous regardez votre modèle, et vous ne dessinez ni ne peignez, soit vous dessinez ou peignez, et ne pouvez regarder votre modèle en même temps. Vous pouvez certainement, tout en gardant votre plume sur la feuille ou votre pinceau sur la toile, jeter un coup d'œil furtif vers votre modèle. Mais ce coup d'œil provoque une interruption dans la continuité de l'exécution qui explique que pour être un bon portraitiste, mais également un bon autoportraitiste, il ne suffit pas d'avoir un bon œil. Il faut aussi avoir une bonne mémoire. Par ailleurs, l'autoportrait a ceci de différent du portrait qu'une partie du corps du modèle bouge en permanence. Ce sont les mains. Pour réaliser son autoportrait au miroir, un artiste doit en effet utiliser ses mains. On peut ajouter qu'il doit se regarder, ce qui signifie que son autoportrait devra nécessairement regarder le spectateur. À moins de faire appel à un savant assemblage de miroirs, un artiste ne peut guère se représenter de profil. Il est bien sûr possible de contourner ces difficultés, comme le fait ici Dürer, en ne travaillant pas les pupilles et en les remplissant après coup, pour changer la direction du regard, ou en ne représentant ses mains que dans un second temps, en faisant comme si sa figure était celle d'un autre. Mais le dessin de Dürer montre bien les limites de cette seconde solution. Même si la main droite représentée, c'est-à-dire la main gauche de l'artiste, est bien représentée dans l'action de désigner quelque chose, la main gauche, c'est-à-dire la main droite de l'artiste dont il se sert pour dessiner, est curieusement cachée sous un amas de plis. Toutes ces difficultés n'empêchent pas la pratique de l'autoportrait d'être d'une grande importance, surtout quand il s'agit de commencer son apprentissage. Par l'autoportrait, en effet, les artistes accèdent facilement, gratuitement et immédiatement à un modèle grâce auquel ils peuvent étudier le corps humain, ses formes, ses membres, ses proportions et ses actions. Mieux, ils peuvent, en jouant avec leur visage, en jouant avec leur pose, mais aussi en se saisissant dans des moments différents de leur vie,
exercer la manière dont il représente les émotions, les sentiments ou les passions humaines. On ne sait si dans cet autoportrait dessiné à la plume, alors qu'il est âgé d'une vingtaine d'années, Dürer se représente à un moment délicat de sa vie, et que la pose qu'il se donne exprime véritablement sa tristesse ou son désarroi, ou s'il joue comme un acteur à prendre la pose conventionnelle du mélancolique, dont il s'est peut-être inspiré dans la célèbre estampe Mélancolia I qu'il grave sur cuivre en 1514. Toujours est-il que l'autoportrait permet et facilite ce type d'étude expressive. Quand pour représenter son autoportrait, un artiste passe de l'exercice du dessin à la pratique de la peinture, son autoportrait change de statut, en devenant public, ou tout du moins en accédant à davantage de regards que celui strictement intime de l'artiste face à sa feuille. L'autoportrait devient un espace d'autoreprésentation et de mise en scène de soi, où il s'agit non plus seulement de trouver les moyens de se représenter de façon plus ou moins ressemblante, mais aussi d'afficher une certaine image de soi. L'image que l'on voudrait projeter sur autrui, ou l'image que l'on imagine être celle qu'autrui pose sur soi. Dans cet autoportrait peint à 22 ans, peu de temps après le dessin qui vient d'être montré, Dürer donne probablement une valeur symbolique et même morale à sa propre image. Le chardon qu'il tient pourrait ainsi, par allusion comparative à la couronne d'épines, faire allusion à la passion du Christ, comme le confirmerait l'inscription dans la partie supérieure droite du tableau qui dit, en allemand, « Mes affaires suivent le cours qui leur est assigné en haut ». Au-delà de cela, ce qui frappe dans cet autoportrait, comme dans tous les autoportraits de Dürer en réalité, c'est le fait qu'il ne se représente pas en peintre. Je veux dire par là que rien dans l'image peinte n'indique ni ne dénote ses activités professionnelles. D'autres artistes, un peu plus tard, feront des choix différents. Rembrandt, par exemple, n'hésitera pas à se représenter devant son chevalet, armé de ses pinceaux, de sa palette et de son appui-main, dans les vêtements qu'il portait quand il peignait. Dans ce contexte, le peintre ne craint pas que son activité soit ravalée à celle d'un simple artisanat, bien au contraire. Il affirme et il affiche sa fierté devant le travail accompli et tente de donner de la noblesse à son métier qui pour certains pourrait être considéré comme bas ou dégradant, en se montrant au travail. Cet affichage, toutefois, n'a jamais suffi à Rembrandt, qui s'est aussi représenté richement vêtu pour mettre en scène sa réussite sociale, mais aussi la dignité de ses activités professionnelles. Pour Dürer, les enjeux sont similaires. Son autoportrait n'est pas sans faire référence à l'excellence de ses talents. La finesse du rendu des matières et des textures, la pose de trois quarts, les bras posés sur le bord inférieur du tableau et l'ouverture de la fenêtre, donnant sur un paysage au fond duquel on aperçoit des montagnes enneigées, permet à l'artiste de faire une double référence au modèle du portrait néerlandais dont il est un spécialiste et à sa Bavière natale dont il représente ici les Alpes voisines. Certains historiens de l'art se sont d'ailleurs demandé si cette fenêtre ouverte vers ce paysage n'était pas une allusion à la fameuse métaphore de la fenêtre chère à Leon Battista Alberti. D'ailleurs intéressant de constater que Dürer signe sous cette fenêtre. Mais parce qu'il souhaite aussi que sa pratique soit reconnue comme noble et libérale, Dürer ne se donne pas les traits d'un peintre dans son atelier, mais d'un bourgeois distingué, bien peigné, luxueusement vêtu, posant devant sa fenêtre, devant un peintre qui pourrait ne pas être lui-même, tant il semble vouloir prendre ses distances avec lui. Cette affirmation de soi, qui suppose aussi une transformation de soi, se retrouve dans un autoportrait plus spectaculaire encore, où pour la première et la seule fois de son œuvre, Dürer se représente de face et non de trois quarts. Cette pose est doublement étonnante. Elle suppose d'abord du peintre d'être capable de mémoriser entièrement l'aspect frontal de son visage, qui est impossible en principe d'étudier quand on dessine ou quand on peint. Mais elle amène aussi l'artiste à se donner une apparence similaire à celle du Christ, qui dans les portraits qu'en peignent alors les peintres, notamment dans les Pays-Bas, je vous montre ici une face du Christ peinte par Hans Memling, est le plus souvent représentée de face, bénissant le fidèle spectateur. Sans doute Dürer n'a-t-il pas voulu qu'on le considérât comme un nouveau Christ. Une telle ambition eût été simplement impensable à l'époque. En revanche, il est probable qu'il avait en tête l'idée que les artistes, dont Léonard de Vinci par exemple, ont souvent colporté dans leurs écrits, qu'un peintre est, vis-à-vis de son œuvre, comme Dieu face à la création, qu'il est tout-puissant, qu'il peut créer le monde à partir de rien, ou de quasiment rien,
et que ce qu'il livre au regard des spectateurs peut être une sorte de bénédiction, un don bienfaisant et salutaire. Sans doute cet autoportrait durérien est-il ainsi un manifeste particulièrement original de sa conception de l'art. Ajoutons pour conclure que cette collusion entre réalité et fiction, et cet intérêt pour la mise en scène de soi, explique que de nombreux artistes aiment à se représenter dans des peintures d'histoire religieuses ou mythologiques, à l'image de Dürer lui-même. À l'arrière-plan, à droite de sa Vierge au rosaire, peinte lors de son second séjour à Venise, Dürer se représente avec un cartouche à la main qui porte sa signature et le temps qu'il lui a fallu pour peindre le tableau, 5 mois. Le fait que Dürer pose devant un paysage montagneux, qu'il précise dans sa signature qu'il est allemand, Germanus, et que les deux personnages à ses côtés sont deux citoyens du Saint-Empire, Leonhard Wild d'une part, le fondateur de la confrérie du Rosaire à Venise, et Hieronymus d'Augsbourg d'autre part, un architecte installé à Venise, sont autant de confirmations de l'ambition pour le peintre d'afficher non seulement la maestria de son art, qu'il souhaite faire entrer en émulation avec le vieux Giovanni Bellini, qui est encore vivant à l'époque et qu'il admire profondément, mais aussi ses origines germaniques. 5 ans plus tard, le peintre fait à nouveau son apparition dans une scène religieuse, cette fois-ci une adoration de la Trinité commandée par le riche marchand Matthäus Landauer de Nuremberg pour une chapelle dédiée à la Sainte Trinité et à la Toussaint, pour la Zwölf-Brüder-Haus, la maison des 12 frères, qu'il avait fondée avec Erasmus Schildkort en 1501, une institution caritative accueillant des artisans ne pouvant subvenir à leurs besoins par leur travail. Le retable est finalement livré par Dürer 3 ans plus tard, en 1511. Le peintre s'y représente dans la partie inférieure, une nouvelle fois dans un grand paysage, tenant un cartouche qui mentionne les conditions dans lesquelles le tableau a été réalisé. Albrecht Dürer de Nuremberg l'a fait ce tableau donc, en 1511, en commençant le jour de la naissance de la Vierge. En dehors de celles auxquelles Dürer nous a déjà habitués, son nom, ses origines et la date d'exécution, cette signature, qui redouble d'autoportrait dans le tableau, nous livre 2 informations. Elle dit d'abord que l'exécution du retable a duré moins de 4 mois, puisque son exécution a commencé le jour de la nativité de Marie, c'est-à-dire le 8 septembre. Il dit ensuite que, semble-t-il, Dürer a choisi de commencer l'exécution de cette œuvre un jour qui est directement lié à la vie de la Vierge, à laquelle il accorde une place et une importance plus particulièrement grande à droite du Christ dans la partie supérieure. Par son image, comme par son inscription, il s'implique ainsi personnellement dans la représentation qu'il a créée, apparaissant ainsi comme le créateur de cette vision céleste, mais aussi comme un des participants de la scène, se faisant tout petit devant la gloire éternelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit.